Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par DailyFX France. 20 ans offre avec vous pour cette demi-heure de points de marché. Nous sommes le mardi 8 août 2017. Alors je vais commencer par vous présenter, par saluer la salle de trading. Alors oui, une petite minute de retard, François, excusez-moi. Bonjour à vous au passage, bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez me confirmer au passage que, bon, c'est parfait, Luc m'a déjà confirmé. Bonjour à vous, Luc. Merci pour cette confirmation. François Hoffman. Bonjour également, Ivan. Et également, voilà. Écoutez, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, petit bilan de la séance d'hier, Wall Street qui a marqué des nouveaux records tirés par des valeurs techno. Le retour du Nasdaq qui rebondit enfin sous les 5100 points. On va voir ça ensemble. L'euro qui progresse aujourd'hui, en tout cas ce matin. On a un index Y qui est plutôt orienté à la baisse. Le pétrole qui a plutôt été baissier, enfin en tout cas qui a plutôt une pression vendeuse actuellement. Donc aujourd'hui, clairement, je suis positionné plutôt baissier sur les indices européens. Voilà, en tout cas, c'est mon sentiment. Nous verrons bien pendant le webinaire comment l'ouverture se fait. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes super à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Résumé de l'instance américaine et asiatique. Donc, comme on peut le voir, on a le DXY et le rendement du T-Note à 10 ans américain qui ont reculé hier, moins 0,13 et moins 0,71%. On a d'un autre côté le marché des actions qui a progressé avec la poussée qui vient du Nasdaq, comme on peut le voir, donc les valeurs techno, plus 0,51%. Le S&P qui, comme vous savez, a une pondération un peu plus importante que le Dow, eh bien, a plus progressé hier, plus 0,16 contre plus 0,12. Alors, c'est un petit peu le retour qu'on a. Ça faisait 2 semaines à peu près que le Nasdaq était en consolidation, 10 jours, 2 semaines environ. Et donc, on avait que le Dow Jones qui marquait des nouveaux records. Le Dow Jones a fait 9 séances consécutives de records, il me semble. On va vérifier ça ensemble. Mais bref, le Dow Jones était le seul à progresser étant donné que les valeurs techno consolidaient et donc le S&P et le Nasdaq ne pouvaient progresser. Le yen et le gold qui ont progressé cette nuit, le Nikkei qui a reculé de moins 0,30%, le Hang Seng Index qui progresse et le MSCI Asia Pacific également. Alors calendrier économique, globalement une journée assez calme qui a attendu comme hier. On a eu beaucoup d'annonces économiques cette nuit. Vous voyez sans grande importance et que des moyennes, enfin en tout cas interprétées comme telles. Au Japon, la balance commerciale a été publiée en yens, comme vous pouvez le voir, en léger recul. Elle reste en positif, 518 milliards de yens en balance commerciale. Alors qu'est-ce que c'est la balance commerciale? Eh bien, c'est la différence entre les exportations et les importations de biens. Si c'est un chiffre positif, ça veut dire que le pays exporte plus qu'il importe. Et si c'est un chiffre négatif, ça veut dire que le pays exporte importe plus pardon qu'elle n'exporte. Voilà. Donc là il y a un chiffre positif, c'est-à-dire que le Japon exporte. Donc il suffit de faire 518 000 donc là c'est en milliards de yens. Donc on sait que 518, on sait que le cours il est environ à 110 pour un yen 110 yens égale un dollar et donc ça fait une balance commerciale d'environ alors 518 divisé par 110. Non, j'ai dû me tromper. 4,7 milliards de dollars de balance commerciale au mois de juin. Donc voilà, le Japon qui a exporté en fait l'équivalent, euh, la différence entre les exportations et les importations pardon était de 4,7 milliards en gros. Donc voilà. Ensuite, on a eu la balance commerciale chinoise. Donc celle-là, c'était la plus importante. 46,74 milliards au mois de juillet. Donc c'est une progression par rapport à la précédente publication et c'est au-dessus des attentes. Donc c'est vraiment un chiffre positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement la Chine, c'est synonyme que la Chine va produire plus, en tout cas qu'elle produit plus et donc elle exporte plus. Voilà, donc ça c'est un bon point, ça devrait soutenir les matériaux et donc ensuite on connaît les devises qui sont corrélées aux matériaux, on va avoir le tsar, mais surtout le dollar australien. Voilà, donc ça va influencer. De toute façon, toutes les annonces économiques chinoises vont influencer sur l'Australie plus ou moins. Concrètement, on a des bonnes statistiques économiques chinoises, on a un dollar australien qui sera à terme soutenu. Et donc, à contraire, si on a une crise en Chine, c'est une crise mondiale déjà qu'il y aura, mais ceux qui seront les plus impactés sera bien évidemment la Chine, mais également l'Australie, qui est son premier partenaire économique.
Ensuite, on a eu le taux de chômage donc en Suisse qui a été publié à 3%, donc pas de changement, ça reste un taux de chômage relativement faible, mais qui ne soutient pas vraiment l'inflation, en tout cas très très peu. L'inflation qui a été publiée hier à 0,3%, donc voilà, c'est extrêmement faible, c'est quasiment comme le Japon. Imaginez un petit peu la BOJ qui fait la monnaie, euh, qui utilise des principes extrêmement généreux pour faire remonter l'inflation. On parle quasiment de monnaie hélicoptère. Bon, on n'en est pas, c'est pas le cas, mais voilà, la BOJ qui est la plus endettée, la banque centrale la plus endettée pour faire revenir l'inflation, et donc euh, et donc il y a le même chômage, il y a la même inflation en Suisse qu'au Japon. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas que le taux de chômage qui influence l'inflation, parce que également au Japon il y a 3 ou 4% de taux de chômage, donc ce qui est extrêmement faible par rapport aux autres pays, hein, comme je pense à l'Union européenne, la zone euro où il y a 9,1% de taux de chômage, donc plus du double. Mais voilà, ça ne suffit pas, donc voilà, c'est bien d'avoir un taux de chômage bas, mais ça ne suffira pas à faire remonter cette inflation. C'est la conclusion. Balance commerciale allemande qui a été publiée à 8 heures, 22,3 milliards contre 22 milliards la précédente publication, donc c'est bien, c'est une progression. Néanmoins, ça reste en dessous des prévisions, mais voilà, il y a une tendance qui est haussière. L'Allemagne qui exporte plus qu'elle n'importe, elle exporte plus qu'auparavant, et donc voilà, c'est plutôt bien. Dernière publication qui sera importante sera 14h15. Voilà, c'est peut-être la publication de la journée, les mises en chantier canadiens. Voilà, tout simplement. On passe. Alors, on passe à la plateforme. Donc, je suis passé hier sur la plateforme Pro Real Time. Alors, pourquoi je suis passé? Juste pour répondre rapidement aux questions. Tout simplement parce que j'ai envie de manipuler une autre plateforme. Pro Real Time, c'est une plateforme assez connue, hein, par tout le monde. Et étant donné que je ne sais pas vraiment l'utiliser et que, eh bien, pour être avec vous, travaillant chez IG, j'ai le droit à cette plateforme. Donc, voilà, autant en profiter, autant apprendre une nouvelle plateforme. Voilà. Alors, vous êtes très fort, Luc. Mais écoutez, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'entendre cela. Autodidacte. Bon, écoutez, merci à vous. Alors, on fait un tour de point de marché. Donc, voilà, je vais passer sur la Pro Realtime au moins pendant quelques semaines, le temps de vraiment la découvrir, parce que je pense que c'est une bonne plateforme. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent dessus. Donc, bon, pourquoi pas. En tout cas, elle a l'air. C'est vrai que c'est un autre système. C'est pas le même fonctionnement. Enfin, ça se ressemble, mais bon. Il y a ses avantages, ses inconvénients. L'avantage, en fait, pourquoi je suis passé sur ProRealTime également, bah déjà j'avais envie d'apprendre une nouvelle plateforme, c'est juste une petite parenthèse. Et en plus de cela, l'inconvénient de TradingView, bon, ce qui est également normal, mais c'est qu'on a droit qu'à 3 indicateurs pour la version gratuite. Je comprends, hein, c'est une version gratuite, donc c'est normal qu'on n'a pas toutes les fonctionnalités, mais donc voilà, ProRealTime je l'ai gratuitement. Euh, je peux mettre autant d'indicateurs que je veux, et c'est vrai que 3 indicateurs, ça me voilà, j'aime avoir plus de 3 indicateurs sur mon écran, pas forcément un panel d'indicateurs, mais voilà, comme vous pouvez voir, une moyenne mobile sur un récit déjà, moi je suis très content d'avoir cette moyenne mobile. Donc voilà. Bref. Alors on passe au marché, l'euro-dollar, vous voyez qu'il progresse pour la troisième journée consécutive. Euh, il est à 1,18 $, environ, donc là on est sous un niveau de résistance qui se situe à 1,1831. L'euro il est haussier tout simplement parce que le DXY, voilà, le DXY, comme vous pouvez voir, il est orienté à la baisse. Hier, on avait une légère progression du DXY, ce qui faisait pression sur l'euro. Voilà. En tout cas, la tendance du DXY est clairement à la baisse. À très court terme, il l'est également, et donc ça devrait soutenir l'euro. Comme vous le savez, il y a une corrélation qui est quasiment totalement négative entre l'euro et le DXY, et donc euh, une baisse du DXY, ça fait progresser l'euro. Alors oui, pourquoi une moyenne mobile sur le RSI de la part de Daniel? Euh, alors en fait, si vous avez envie, le RSI, vous pouvez mettre n'importe quelle période que vous voulez, donc 14, 21, etc. Vous aurez toujours du bruit. Vous aurez du bruit, par exemple un NFP, ou vous voyez, il y a des pics. Alors que si vous mettez une moyenne mobile sur un RSI, bon, il n'y a pas que ça qu'il faut regarder, il n'y a pas que la moyenne mobile, mais au moins vous avez une moyenne du momentum. Et puis ensuite, faites vos recherches un petit peu. Mais regardez par exemple lorsque la moyenne mobile croise un petit peu ce 750, honnêtement vous avez des signaux qui sont juste excellents. Vous le combinez avec une moyenne mobile de long terme sur le prix, et honnêtement
Voilà, y a pas forcément besoin de faire très très compliqué. Je vais vous faire voir un petit peu, moi sur le Nasdaq, etc., ce que j'aime bien sur les actifs de tendance, donc les indices globalement. Les indices boursiers, c'est ceux qui ont le plus de tendance. Honnêtement, je vais vous faire voir un petit peu la puissance de cette moyenne mobile sur le RSI. C'est juste excellent. Voilà. C'est pas un indicateur très très compliqué, mais c'est, en tout cas, moi je le trouve vraiment très très fort. Bref, on va voir ça juste après. Alors l'euro-dollar qui progresse en intraday, donc l'euro qui progresse, l'USD, vous voyez l'USD qui sous-performe face au yen, donc ça va être plutôt cette devise qu'on va s'orienter à la baisse. Hier, je vous rappelle, la devise baissière c'était le NZD, donc on va regarder ça ensemble. Alors j'ai pas le NZD dans cette liste, alors ça va être problématique. NZD, USD, voilà, on avait un scénario de baisse il me semble. Alors laissez-moi juste vérifier sur TradingView parce que j'ai tous les objectifs étaient sur TradingView, je vous rappelle, donc je vais les reporter petit à petit. NZD USD. Alors le scénario n'a pas encore été atteint, qui est jusqu'à 0,7311. Voilà, 0,7311. Donc je vais essayer de tracer cette 0,7311. Voilà, c'est à peu près ce niveau de prix. Alors. Voilà, globalement, c'est ce niveau 0,7311. Donc là, j'ai pas tracé mes niveaux de support résistance. Je vais le faire devant vous pour ceux qui ne savent pas comment je trace mes niveaux de support résistance. J'avais préparé graphique, mais c'est vrai que j'ai oublié de faire le NZD USD. Alors, je prends mon graphique en mensuel et ensuite je trace les pivots tout simplement du graphique mensuel. Donc les plus hauts, les plus bas, avec les prix de clôture des chandeliers. Voilà, donc pour ceux qui ont du mal à reconnaître les prix de clôture, prix d'ouverture, tout simplement le prix de clôture sur un chandelier qui est ascendant, c'est en haut, et un prix de clôture dans un chandelier qui est baissier, c'est en bas. Sinon, si vous avez encore du mal, eh bien vous mettez votre graphique en ligne au lieu d'un chandelier, et normalement le graphique en ligne, c'est selon les prix de clôture. Voilà. Voilà un petit peu. Bon, je vais pas en tracer non plus une centaine, sinon ça va être un petit peu illisible. Hop, voilà. Voilà. Alors, je vais zoomer. Journalier. Donc voilà, en fait c'est 0,11311. On peut même aller chercher, en tout cas d'après ce graphique, c'est 0,11289. 0,73 tout simplement. Donc pour moi, ça va être baissé jusqu'à 0,73. Alors François, je vais vous faire voir ça juste après hein, pour euh, pour la moyenne mobile sur le RSI. Je mets une moyenne mobile à 14 périodes tout simplement. À 20 pardon, excusez-moi. À 20 périodes. Mais je vais vous faire voir ça sur les indices, c'est vraiment très très efficace. Voilà, donc NZD-USD, donc c'est toujours baissier. Il semblerait qu'en intraday, vous voyez, il y a un doji, donc il n'y a pas de super performance entre le NZD et le dollar. Donc entre le NZD et le dollar, on va essayer de shorter les deux. Concrètement, il n'y a pas vraiment de différence. L'AUD-USD, il est haussier, c'est-à-dire que l'AUD superforme le dollar. Et donc si on met l'AUD-NZD, techniquement, il devrait également être haussier. Vous voyez, il est haussier. Donc là, l'AUD-NZD, l'analyse technique nous dit qu'il peut progresser jusqu'à au moins 1,1, ce qui veut dire qu'il y a une marge de progression pour la surperformance de l'AUD. L'AUD, hier, c'était l'une des devises qui superformait avec l'euro. Je me rappelle, on avait hier l'euro NZD. Alors, l'euro NZD, je vais regarder sur TradingView quel objectif nous avions. L'euro NZD, c'est direction 1,6168. Donc, pareil, je vais le tracer devant vous, ces niveaux de support et résistance. Alors, euro NZD, mensuel. Alors, voilà, je vais faire ici, ici. Ah, je pense que ça va suffire. Et on se met en journalier. Vous voyez, c'est pas très compliqué à tracer des niveaux de support résistance qui sont plutôt fiables, comme vous pouvez le constater. Là, le NZD, c'est haussier donc jusqu'à 1,61, 61. Voilà.
c'est jusqu'à ce niveau de prix qu'on est haussier. Alors, hop, ça je vais le mettre en définir par défaut. Voilà. Chloro NZD, le chandelier était haussier hier, donc on a bien fait de le payer. Alors, je veux juste savoir depuis quand on est haussier sur l'euro NZD. 1,5916. 1,5916 et c'était le 2 août. Bon, de toute façon, je vais faire ça de mon côté parce que je vais pas vous faire perdre votre temps à reporter tous les objectifs. Mince. Bref, l'euro NZD c'est haussier. En intraday, comme vous pouvez le voir, le chandelier est haussier, c'est-à-dire qu'il y a toujours une super-performance de l'euro face au NZD. Voilà. Donc l'euro NZD, ça reste haussier. L'euro GBP, alors l'euro GBP, on a toujours notre scénario haussier jusqu'à 0,9142. Voilà, donc ça va continuer petit à petit. C'est vraiment là ce que je vous propose, l'euro NZD. C'est vraiment des stratégies de moyen terme dans le sens quelques semaines. Voilà, l'euro GBP c'est surtout du moyen long terme, quelques semaines, quelques mois. Honnêtement, l'euro, je ne vois pas pourquoi il sous-performerait le GBP. On a une économie qui est plutôt en progression en zone euro, ce que les spéculateurs aiment et donc payent la monnaie unique. On peut le voir, hein, l'euro-dollar, c'est la paire de devises la plus performante depuis le début de l'année. L'euro-dollar fait plus de 13% depuis le 1er janvier, ce qui est juste, enfin, énorme. Voilà. Donc c'est la plus performante des 48 paires des Forex. Donc voilà, c'est juste très très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro, faut l'acheter, faut pas le vendre. Et donc l'euro GBP, voilà, c'est bullish jusqu'à au moins, donc jusqu'à au moins 0,9142. Ça c'est le premier objectif. L'USD-CHF, donc pour vous François, je sais que vous êtes aussi jusqu'à la parité. Écoutez, moi comme je vous l'ai dit, je pense que également le franc suisse est surévalué, en tout cas avec une valorisation, enfin avec une évaluation actuelle, eh bien l'inflation restera plutôt faible. Donc pour que l'inflation grimpe jusqu'à 2%, il faudrait que soit le pétrole revienne à 100 dollars le baril, ou alors ça prendra extrêmement de temps pour que le taux de chômage fasse pression sur l'inflation et la remonte petit à petit à 2%. Quand je dis extrêmement de temps, ça prendrait au moins 2 ans, au moins un an et demi, voilà, quelque chose comme ça. C'est dur de spéculer là-dessus, mais en tout cas, je pense que le CHF est trop fort et que pour qu'il atteigne les 2%, il faudrait que le CHF diminue et donc que l'USD CHF revienne au moins à la parité, c'est le strict minimum. Regardez l'USD CHF auparavant, donc on va se mettre en hebdomadaire. Alors on n'a pas des, voilà, vous voyez le SCHF, là on est d'un point de vue historique, depuis 1976, on est sur un niveau de prix qui est quand même relativement bas. Donc on a une marge de progression qui est, je ne dis pas que ça va aller jusqu'à 2, mais vous voyez déjà 1,2, 1,4, on est arrivé sur des prix historiquement intéressants. Voilà. Donc je pense que enfin l'USD-CHF pour moi je suis haussier. Maintenant si vous voulez vous positionner sur le CHF, on l'a vu, hein, on le sait que le dollar c'est pas forcément la devise sur laquelle il faut le payer, en tout cas sur du moyen terme. Donc pour moi l'euro CHF ou l'AUD-CHF sont des paires de devises beaucoup plus intéressantes. L'euro CHF on est à 1,15, mais pour moi ça peut aller jusqu'à 2 sur du moyen terme. Et à l'inverse, pour continuer pardon, l'AUD-CHF que je n'ai pas l'habitude de regarder pour être honnête avec vous, mais pour moi c'est haussier et ça devrait l'être jusqu'à voilà, on peut à terme revenir sur la parité d'ici quelques mois, même quelques années, parce que vous voyez que le momentum quand même, voilà, il y a une marge, hein. Mais en tout cas 0,8 puis 0,90, ça serait des niveaux vraiment très intéressants. Donc pour moi le CHF c'est une devise qu'il faut vendre, même si elle est corrélée à l'euro. Elle est corrélée à cause de l'économie, mais elle ne peut pas continuer à progresser, ou sinon il y aura vraiment des gros problèmes en termes d'inflation. Donc, un moment ou un autre, il y aura une décorrélation qui va exister entre l'euro et le CHF. Le CHF prendra une direction opposée pour avoir une inflation positive. Enfin, en tout cas, pour remonter cette inflation extrêmement basse. Alors, on regarde le NZD-CHF pour voir quelle devise sous-performe en intraday. Alors, on se met en journalier. NZD-CHF, c'est baissier, donc c'est-à-dire que le NZD sous-performe. Donc, on va garder le NZD en devise vente à la vente. Même si aujourd'hui, vous voyez, on a un doji, donc concrètement, NZD, CHF, c'est un petit peu la même chose. L'euro yen,
voyez, c'est flat. Le GBP USD consolide. Toujours, c'est un niveau de support. Alors moi, j'attends, l'idéal, ça serait que le GBP USD revienne sur cette oblique haussière pour le payer. Maintenant, il est à 1,3. On a un RSI qui est à plat. Si on a une divergence haussière qui apparaît, eh bien, ça serait une opportunité pour passer à l'achat. Pour le moment, il n'y a pas de divergence, donc je reste neutre. L'eurodoll, on l'a fait, il est haussier. L'USD yen, donc c'est baissier. L'USD CAD, voilà, c'est légèrement baissier en intraday, étant donné qu'on a un dollar qui se replie. Mais j'ai toujours le scénario jusqu'à 1,2717. Voilà, il est toujours en place ce scénario et il est toujours valable. Donc a priori en intraday, les devises qui sont faibles, on a le dollar, on a le NZD et on a le CHF. Voilà, maintenant on va faire un petit tri. NZD USD, NZD USD, vous voyez c'est un doji. Et le NZD CHF, on l'a vu, c'est un doji. Donc concrètement, entre le NZD, l'USD et le CHF, ces trois devises, on peut les shorter en intraday. Et à l'inverse, pour se positionner à l'achat, on va avoir, alors l'euro AUD, comment est-il? L'euro AUD, il est plutôt voilà, doji, plutôt baissier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une sous-performance de l'AUD en intraday. L'AUD yen, vous voyez, on a l'AUD qui sous-performe sur du court terme. Néanmoins, on est sur un niveau de support, donc voilà. L'AUD et le yen, des devises à acheter en intraday. On va voir également le CAD, AUD CAD. Voilà, AUD CAD qui progresse, c'est-à-dire que l'AUD surperforme. L'AUD GBP, peut-être, GBP AUD, pardon. GBP AUD, c'est baissier. Bon, alors là, ça veut très bien dire que l'AUD, faut la payer en intraday. C'est la devise numéro 1 du Forex aujourd'hui, avec le yen. Donc AUD yen achat et NZD, USD et CHF qui sont baissiers. Euh, donc voilà, ça c'est pour les stratégies intraday. Moi je préfère acheter l'AUD plutôt que le yen. Vous savez, on est toujours positionné à la vente sur du yen à long terme. Par exemple sur l'AUD yen, on est à l'achat. Donc je ne vais pas essayer à payer l'AUD, à payer le yen. Mais par contre, on va essayer de payer l'AUD. Donc l'AUD NZD par exemple. L'AUD NZD, c'est haussier jusqu'à au moins 1,0811. Voilà, donc on peut tracer cet objectif, je pense. Voilà, donc 1,0811 qui représente ce niveau de prix. 1,0809 tout simplement, voilà, c'est les 1,08. Donc là, on peut avoir un objectif haussier. On peut avoir également, alors prenez, si vous voulez acheter de l'AUD, ne prenez pas trop de position. C'est-à-dire que soit prenez une position importante sur l'AUD, c'est-à-dire, enfin, je sais pas, hein, ça dépend de votre money management, mais par exemple, au lieu de mettre par exemple 2% sur l'AUD NZD, vous pouvez mettre 1% sur l'AUD NZD et 1% sur l'AUD CHF. Ça va vous permettre d'aplatir un petit peu le bruit qu'il y a sur l'AUD en intraday ou ou les perturbations qui viennent du CHF et du NZD. Ça va permettre un petit peu de lisser les cours. Voilà, donc AUD CHF également. AUD CHF, on va tracer le graphique avec les niveaux de support résistance et on va avoir des objectifs. Alors là, on a des niveaux de support. Donc pour ceux qui me suivent maintenant depuis pas mal de temps, vous avez l'habitude de voir comment je trace mes niveaux de support résistant, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Hop. Voilà, là ça va suffire, je pense. Alors, lancement journalier. Donc pour moi, la UDCHF, c'est haussier. Mince. Voilà. Donc pour moi, la UDCHF, c'est haussier. Premier objectif, je dirais 0,78. Ça me semble, regardez, c'était le pivot où le cours a échoué le 23 février 2017. Donc pour moi, le cours pourrait aller au moins jusqu'à ce niveau de prix. Voilà, 0,78, ça me semble le scénario qu'on peut déjà, dans un premier temps viser. Voilà, donc on a une position sur l'AUD CHF, l'AUD NZD.
Et ensuite, on en a d'autres sur la UDIN, etc., que je vais reporter sur la plateforme Pro Real Time et je vais essayer de le noter, de mettre un petit bloc, je sais pas, avoir une façon d'afficher toutes les positions euh, clairement. Voilà, pour pas qu'on bouge de graphique en graphique. Au moins, nous saurons sur quel graphique nous sommes, sur quelle unité de temps, si c'est sur du court, moyen ou long terme, etc. Alors très ergonomique Pro Real Time, nous dit Daniel. Oui, Daniel, Pro Real Time plutôt ergonomique. De toute façon, pour être honnête avec vous, hein, il y a TradingView qui est honnêtement une bonne plateforme. Pro Real Time également. Il y a il y a quand même pas mal de professionnels qui utilisent Pro Real Time, donc ce n'est pas pour rien. Vraiment, Pro Real Time, c'est une plateforme qui est très très performante. Certes, qui fait des choses différentes que TradingView. Je pense qu'entre ces deux plateformes, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Je veux dire, TradingView, l'avantage c'est qu'elle est gratuite, mais elle fait pas autant de choses que Pro Real Time. Voilà, ou en tout cas, elle fait des choses différentes. Pro Real Time, il y a vraiment des professionnels qui sont dessus, donc ce n'est pas pour rien. Bonjour, pas pu suivre l'intégrité USD-CAD, en avez-vous parlé de la part de Frédéric? Alors oui, on en a parlé rapidement, on a un repli en intraday, mais ça ne remet nullement en cause mon scénario haussier jusqu'à 1,2717. 1,2717, ah attendez, est-ce qu'il a été atteint plus haut? 1,2714, alors non, il n'a pas été atteint à 2 pips près, 1,14,9, enfin 15 quoi. À 2 pips près, l'objectif a été atteint sur le SD4. Néanmoins, voilà, je maintiens mon scénario haussier. Je maintiens mon scénario haussier. Pourquoi? Eh bien parce que je crois au rebond du DXY à court terme. Je dis bien à court terme. Et surtout, je pense que le pétrole est sur un niveau de prix assez élevé. Quand on regarde le cours du pétrole, vous voyez, on a des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. On a un plafond vert autour des 51 dollars. Il y a une forte pression vendeuse comme on peut le voir ici. Vous voyez que dès que le cours essaie d'arriver à 50, il y a une prise de bénéfice. Ça fait depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances que le cours concrètement ouvre ou clôture à 49,66 dollars. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une pression vendeuse. Il manque plus que la divergence baissière et le pétrole repartira à 46 dollars. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qu'il manque. C'est ce qu'il manque et voilà, tout simplement. Donc, le pétrole, moi, j'ai plutôt un sentiment baissier. J'attends simplement une divergence ou une jambe de baisse pour passer à la vente. Et dans ce cas-là, si c'est baissier pour le pétrole, eh bien l'USD4 sera soutenu à condition bien évidemment que le DXY ne chute pas. Voilà, si le DXY il chute, dans ce cas-là, ça sera la devise qui sous-performera le plus, qui influencera le cours. Voilà, bref, pour être clair, moi je maintiens mon scénario haussier jusqu'à 1,2717. Il n'a pas été atteint à 2 pips près. Bref, je maintiens le scénario aussi. Un mot sur le GBP USD de la part de Daniel. J'arrive tout de suite sur le GBP USD. Alors, en fait, il n'y a pas grand chose à dire sur GBP USD. Il revient sur ce psychologique des 1,30 comme anticipé on avait un double scénario selon la décision de taux de la BOE la semaine dernière. Si on avait plutôt un scénario hawkish de la BOE, c'est-à-dire des gouverneurs qui votaient de plus en plus quant à une hausse des taux, alors le GBP USD irait rejoindre les 1,33 rapidement. Et dans le cas contraire, si on avait un ton plutôt dovish, alors à terme, le GBP USD pouvait revenir sur les 1,30 et que je considérais ce niveau de prix comme intéressant. Oui, il est intéressant, on est dessus. Vous voyez que le cours consolide, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une forte pression acheteuse. Là, on a un momentum baissier avec deux gros chandeliers baissiers qui se sont arrêtés quasiment net sur les 1,30. Sur les 1,30. On peut dire qu'il s'est arrêté sur les 1,30. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de positions acheteuses qui se situent sur ce niveau de prix. Maintenant, on n'a pas de divergence haussière, on n'a pas de jambe de hausse, donc tant qu'on n'a pas de signal haussier, nous n'achèterons pas le GBP USD. Maintenant, si aujourd'hui on a une jambe de hausse ou une divergence qui se forme, alors on pourrait passer à l'achat, tout simplement. Mais pour un moment en intraday, écoutez, moi je vois que c'est neutre, donc je reste neutre. On passe sur les indices boursiers. Alors l'Eurostoxx qui ouvre, vous voyez, avec un doji plutôt à la baisse, vous voyez. Alors, on va se mettre en 1 heure plutôt, ça va être plus intéressant. Alors, on se met sur le CAC. Le CAC 40 qui ouvre, vous voyez, à la baisse. On est toujours en dehors de ce canal, mais voilà, on a une hausse de l'euro-dollar, on a le pétrole qui consolide, qui s'affaiblit. C'est pour cela que je suis baissier sur le CAC. La seule chose qui pourrait me dire
qui me dit que les indices européens pourraient progresser, eh bien c'est le retour des valeurs technologiques hier à Wall Street. C'est le seul point qui est synonyme d'appétit pour le risque et donc où le marché des actions, même européen, a tendance à progresser. Mais bon, pour un moment, moi je reste baissier, l'euro qui est fort, le pétrole qui est faible comme je vous l'ai dit, les taux américains qui restent plutôt faibles par rapport à son range de l'année. Donc voilà, honnêtement, moi le CAC, je suis plutôt baissier, je pense qu'il réintégrera son canal. Premier objectif baissier, ça peut être la moyenne mobile à 20 jours qui est à 5176 points comme on peut le constater ici. Donc il y a une vingtaine de points à la vente qu'on peut pourquoi pas aller chercher, mais vraiment le signal de vente il sera donné dès que le CAC repassera dans son canal. Et quand il repassera dans son canal, ça sera objectif vendeur jusqu'à 5083. Ça me semble assez évident, assez en tout cas explicite que le CAC revienne chercher les 5000 points, que le DAX revienne chercher les 12 000 et que l'Eurostoxx revienne chercher les 3004. Voilà, en tout cas pour moi, je le vois ça comme ça. Vous voyez, le DAX, on a eu, d'après la théorie des vagues Elliott, une première vague. La vague numéro 2 devrait aller au moins jusqu'à 12 034 points. Et ce qui coïncide avec le seuil psychologique des 12 000 et un support intéressant, important, à 11 922 points. Donc là, on a une zone de environ 100 points, donc c'est assez large comme zone, mais on a une zone où il y a beaucoup d'acheteurs qui se situent sur ce niveau de prix. Bon, donc juste pour vous faire voir un petit peu la moyenne mobile à 20 périodes sur le RSI 14, regardez un petit peu la moyenne mobile dès qu'elle casse le niveau de 50. Alors, on va essayer de invisible, voilà. Donc là, on a une cassure à la hausse, vraiment que les cassures à la hausse, parce que les indices, marché indice, honnêtement, on cherche quasiment que à les acheter. Les actions, je vous rappelle que c'est fait pour monter, et donc c'est assez risqué de vendre, je trouve, des indices boursiers, à part si c'est du court terme. Mais là, honnêtement, sur du journalier, avec un RSI, une moyenne mobile sur un RSI, ça ne peut quasiment que être du long terme. Donc là, vous voyez, le RSI donne une stratégie d'achat, enfin un signal d'achat, ici également. Donc il faut un filtre pour filtrer les périodes de range. Donc après, moi je vais pas vous donner toutes les clés, ou alors on verra ça dans un webinaire éducatif pour une stratégie trading. Ici, on a un signal d'achat, ici on a un signal de vente, ici on a un signal d'achat. Vous voyez, enfin ça donne des signaux un petit peu, je trouve en tout cas pour ma part assez intéressant. Voilà, assez intéressant. 13 octobre 2016, signal d'achat, et vous voyez ensuite vous gérez avec une autre moyenne mobile par exemple, ou je ne sais pas. Enfin, faut un petit peu faire ses études. Faut un petit peu faire ses études. Mais moi en tout cas, c'est vrai que j'aime bien combiner une moyenne mobile sur le RSI, ce qui permet d'effacer un petit peu le bruit du RSI. Parce qu'il y a des jours où le RSI va faire des extrêmes. Euh, va bouger très rapidement et le RSI justement la moyenne mobile va justement permettre de comment dire d'aplatir un petit peu de moyenner ce momentum et donc honnêtement c'est assez intéressant et le mieux honnêtement le mieux c'est vraiment sur le Nasdaq. Voilà, si vous regardez le Nasdaq, voilà, ordre d'achat ici, ordre d'achat ici, alors pardon, hop, hop, donc là je le fais à peu près hein, mais bon. Donc là, pareil, faut éviter les périodes de range. De toute façon, il n'y a pas de, enfin, le momentum, c'est pas quelque chose à prendre en compte dans des périodes de range. Donc voilà, que quand on filtre avec si vous filtrez en plus avec un indicateur de tendance qui va permettre de mesurer comme une moyenne mobile de long terme, ou alors, par exemple, lors d'un breakout. Donc s'il y a un plus haut, vous voyez, il y a un plus haut, cassure du breakout, plus le RSI qui casse 50, et bien voilà, là vous avez un signal haussier. Par exemple, là, vous voyez, il y avait un plus haut qui n'a pas vraiment été dépassé. Et donc, tous les, scénarios, tous les objectifs qui ont été signalés pendant la période de range, vous pouvez tout simplement ne pas les prendre en compte. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je verrai l'utilisation de,
de ces signaux. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, là, le 5 décembre 2016, on a eu vraiment un point d'entrée parfait. Regardez, c'est la jambe de hausse, hein. C'est la jambe de hausse, le RSI qui casse 50, enfin la moyenne mobile du RSI qui casse 50, et voilà, c'est parti. On ne pouvait pas espérer mieux. Bref, voilà, ça sera pour un prochain webinaire et pour un webinaire éducatif, on verra ensemble comment utiliser ces indicateurs. Moi de mon côté, de toute façon, dès que j'ai le temps un petit peu, parce que je vous avoue c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais je fais mes recherches pour combiner un petit peu ces signaux-là. Il y a plein de choses intéressantes avec cette moyenne mobile sur le RSI que je vous invite à, à étudier. Voilà, de votre côté, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour constater qu'une moyenne mobile sur le RSI, dès que ça croise 50, eh bien les signaux sont assez perspicaces. Regardez ici. Alors, hop. Alors, comment on fait pour... Alors, ça par contre... Alors, je sais pas comment on fait pour voir l'historique. Donc là, vous pouvez voir que ça croise à la hausse à ce moment-là, je pense. Et là, on a un signal d'achat. Donc sur le DAX également, c'est assez intéressant. Le CAC, je vais pas regarder, mais voilà, cette stratégie assez intéressant sur les actifs en tendance. Donc le Nasdaq, le DAX, ça va être plutôt sympathique. Bref, je passe au gold, on passe aux matières premières. Donc en conclusion, moi les indices européens, je suis plutôt baissier en intraday. Vous voyez le DAX qui ouvre en légère hausse, mais qui peine à progresser à très court terme. Vous voyez, on a un petit chandelier de hausse, mais voilà, c'est pas très, y a pas beaucoup de momentum. Il n'y a pas beaucoup de momentum, il n'y a pas beaucoup de volume. Là, on arrive dans une période, le mois d'août et septembre, c'est deux périodes qui sont les plus propices à des retracements sur les indices européens. On avait juillet également, mais juillet, c'est pas le plus faible. Voilà, c'est pas la probabilité la plus faible. Voilà, donc, statistiquement, août et septembre, c'est entre guillemets les pires mois des indices boursiers européens. Donc ça, faut le prendre en compte également. Euh, donc voilà, on passe donc sur le gold, comme je vous l'ai dit, gold. Bon, le gold, jambe de hausse sur la moyenne mobile à 20 jours. Le gold qui rebondit sur les 1260 $. Là, concrètement, pour ceux qui ne sont pas à l'achat, eh bien, écoutez, signal d'achat, direction les 1270. Moi, je suis toujours acheteur jusqu'à 1290 au minimum. Voilà, pour moi, ça me paraît le minimum. Et je pense qu'il peut même aller chercher les 1300. Regardez un petit peu cette moyenne mobile du RSI sur les, sur le gold également. Vous voyez que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Il faut essayer de l'adapter, mais de toute façon, rien que le RSI sur le gold, il est vraiment excellent. Donc, il n'y a même pas forcément besoin de moyenne mobile. Donc voilà, moi je suis haussier sur le gold en intraday, avec le yen qui progresse. Il n'y a pas de raison que le gold recule. Donc voilà, ça doit être haussier jusqu'à 1270, ça c'est le strict minimum. Honnêtement, là il y a pour moi une bonne opportunité d'achat. Voilà, achat tout simplement, direction les 1270. Et ensuite, si on a une cassure, eh bien ça sera achat jusqu'à 1300. Voilà, on peut d'ores et déjà tracer une zone de résistance qui se situe par ici. Vous voyez, hop. Donc là, on peut tracer cette zone. Couleur, tac, hop, et on va jusqu'à 1300. Bon, donc là, on a une forte zone de prise de bénéfice qui se situe sur ce niveau de prix. Donc pour moi, si on a une cassure des 1270, une cassure journalière, ça sera une poursuite du signal haussier jusqu'à 1293, 1300. Ça sera la zone à prendre pour où il faudra prendre ses bénéfices. Pour rappel, l'once d'or fait plus de 9% depuis le début de l'année, ce qui est un actif plus qu'intéressant. Imaginez que ça fait autant que le S&P, alors que c'est une valeur refuge. C'est-à-dire que pour ceux qui avaient acheté, qui s'étaient protégés au début d'année en achetant du gold et en achetant du S&P, eh bien,
Donc en achetant les deux, vous aviez un rendement vraiment très intéressant et qui vous permettait de progresser même lorsque le marché eh bien était en aversion pour risque. Qu'il était en aversion ou en appétit pour risque, vous aviez un portefeuille qui progressait. Donc pour moi le gold, c'est vraiment quelque chose d'avoir dans son portefeuille si vous êtes investisseur, ou en tout cas d'avoir de privilégier la hausse si vous êtes un spéculateur. Moi vraiment le gold c'est stratégie à l'achat. Je doute que le gold revienne sur les 1100 $ comme ce qu'on a connu en fin d'année dernière. Ishimoku efficace également de la part de Luke. Alors oui, peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, c'est vrai que pour être honnête avec vous, je n'aime pas vraiment Ishimoku. Je ne suis pas un spécialiste dessus. Je n'aime pas vraiment la méthode de trading Ishimoku. Donc, je ne pourrais vous faire des webinaires éducatifs sur cet indicateur. Pour être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que je pourrais me permettre de parler. Tout simplement. Moi, quand on parle d'Ishimoku, j'écoute et voilà. Donc voilà pour ce qui est du gold. Et donc le pétrole, comme je vous l'ai dit, il y a une forte pression vendeuse. Forte pression vendeuse. Moi je suis baissier. Maintenant ce que j'attends c'est vraiment une divergence baissière. Donc là on n'en a pas encore. Une divergence baissière ou alors tout simplement une moyenne mobile du RSI qui casse 50. Et bien ça sera un signal de baisse. En tout cas ça indiquerait que le momentum est baissier sur le gold. Sur le pétrole, excusez-moi. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment une pression vendeuse qui se situe sur ce niveau de prix qu'on ne peut négliger. Maintenant, les points qui me permettraient de passer du côté acheteur sur le pétrole, ça serait une accentuation du gel de la production de l'OPEP, c'est-à-dire au lieu de 2 millions de barils par jour en moins, l'OPEP passe à 3 millions, par exemple. Ça serait un point positif qui me permettrait de changer mon opinion. Et dans ce cas-là, je viserais les 53, 55 $, mais pas plus. Ou alors un nombre de forages aux États-Unis et au Canada qui diminue. Pour le moment, ils sont de l'ordre de 900 environ. Ils étaient 300 et quelques il y a un peu plus d'un an. Donc voilà, il y a vraiment un nombre de forages aux États-Unis qui augmente, et tant qu'il va augmenter, ça fera pression sur l'offre. Enfin, ça augmentera l'offre, et donc une augmentation de l'offre pour la même demande, ça fait baisser les prix. Voilà. Euh, Donc voilà un petit peu pour le pétrole. Donc en tout cas, tant qu'il y a d'un point de vue frontal, qu'il n'y a pas quelque chose qui change, pour moi 50 $, ça semble un niveau de prix qui est voilà convenable, où il faut prendre des bénéfices. Je ne dis pas qu'il peut ne pas aller jusqu'à 52, mais s'il va à 52, pour moi ce sera que des petites excursions, excusez-moi. Voilà. Donc pour moi fondamentalement 50 $, ça me semble un niveau de prix intéressant pour prendre ses bénéfices, et voilà, il y a des probabilités qu'ils reviennent sur les 45, voire plus bas. Voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. En conclusion de ce point de marché, donc on a le yen et l'AUD qui sont plutôt à favoriser à l'achat, contrairement au NZD, à l'USD et le CHF. Donc vous combinez ces données, vous avez des paires de devises comme l'AUD CHF, l'AUD NZD ou l'AUD USD qui vont être intéressants. Les indices boursiers européens, je suis plutôt baissier. On a un pétrole qui rebondit depuis l'ouverture des marchés européens, mais sinon on a un euro qui progresse. Donc pour moi, un euro qui progresse en ce moment, eh bien comme vous pouvez le voir, il y a une corrélation qui est totalement négative entre l'euro et les indices boursiers. Donc ça devrait faire pression sur les marchés européens. Maintenant, écoutez, si le pétrole rebondit, parce que là, au début du webinaire, il ne progressait que très très peu. Maintenant, ce que je vois, il progresse beaucoup plus, vous voyez, depuis l'ouverture des marchés européens. Donc, maintenant, si le gold il progresse, il continue avec ce momentum-là, bien évidemment, les indices européens progresseront. Voilà, donc tout va dépendre également du pétrole qui est une constante très importante pour la tendance des indices boursiers mondiaux. Merci à vous pour votre attention. Rendez-vous demain pour le prochain point de marché. Et sinon, 14h30, pardon, le point de marché de Yoav Nizar. Et sinon, demain à la même heure, mon point de marché. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée et à demain.